Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi 16 juin. 16 juin, jour pour jour, perdaient des enfants sud-africains dans la localité de Soweto étaient abattus, violentés par la police parce qu'ils revendiquaient le droit à l'instruction dans leur langue et non en afrikaner. On a donc observé une minute de silence pour ces enfants qui avaient été battus le 16 juin 1976 à Soweto. On démarre donc cette revue de presse avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle des dons et ambulances. Nietzsche Manaouda Tanganji, le bouillant député, interpelle le ministre de la Santé au sujet des ambulances qui avaient été commandées mais qui ne sont toujours pas arrivées au Cameroun. Et il demande au ministre de l'administration territoriale d'expliquer comment il avait présenté les dons chinois plutôt comme une magnanimité de Paul Biya. Le journal parle aussi de l'hôpital de Kribi, un grand malade. La formation sanitaire vieille de 86 ans, elle date de l'époque coloniale allemande, n'arrive plus à prendre soin de ses patients. Ces équipements, non seulement ces bâtiments et ces équipements sont vétustes, mais l'hôpital ne présente pas véritablement fière allure et le personnel médical fait pratiquement des miracles pour offrir des soins à leurs patients. Le journal parle aussi des Bomé Kribi, une odeur de mafia. Le conservateur foncier a attribué des nouveaux titres fonciers qui ne peuvent servir aux nouveaux acquéreurs. Voilà pour ce qui est donc de cette première part du quotidien La Nouvelle Expression qui, en page internationale, parle ici de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Ouattara a accepté le retour de Laurent Gbagbo? Le président ivoirien Alassane Ouattara a non seulement annoncé que son prédécesseur était libre de revenir au pays quand il le souhaite, mais qu'il met à sa disposition le pavillon présidentiel pour l'accueillir le jeudi 17 juin prochain à Abidjan, c'est-à-dire demain. Il faut rappeler que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé avaient été donc acquittés à la Cour pénale internationale et sont donc libres de tout mouvement, y compris revenir dans leur pays, la Côte d'Ivoire. On poursuit cette revue de presse avec le journal Le Messager qui met en sa une un paysage routier. Diongouté dans les taux de la mafia, coincé entre l'opacité et la boulimie de son secrétaire général, le Premier ministre laisse prospérer l'imposture et le viol flagrant des textes réglementaires sur les marchés publics, écrit le journal Le Messager. De même que le journal évoque Kribi et Yébé Aïssi. Dans les autres troubles du foncier, le MINCAF autorise la réimmatriculation des terrains au mépris d'une décision de la Cour suprême, écrit le journal. Le quotidien Le Jour met en sa une CAN 2021 le tirage au sort en août. C'est l'une des résolutions prises à l'issue de la mission de travail d'une délégation de la CAF avec à sa tête son secrétaire général et le COCAN à Yaoundé. Ils sont accordés donc évidemment ce tirage en août et que le Cameroun organisera bien sa CAN. Le journal parle aussi du Nord-Ouest, le procès d'un Garbou qui reprend. On se rappelle de cette affaire de ce massacre qui avait eu lieu dans le Nord-Ouest où des militaires camerounais avaient été impliqués et qu'à la suite de l'enquête exigée par le président, commandée par le président de la République, des responsabilités avaient été donc établies et c'est ce procès qui démarre, qui reprend donc à Yaoundé. Le journal Émergence parle des hôpitaux, le sang se fait rare, le manque se chiffre à 75% de la demande, un accent est mis sur la sensibilisation afin de combler les 300 000 poches de sang de déficit qu'on enregistre chaque année au Cameroun. Le journal parle aussi le quotidien Mutation parle de baccalauréat général, matière à polémique. Le journal indique évidemment que les épreuves de mathématiques, géographie, éducation à la citoyenneté ont été élaborées sur la base d'une approche pédagogique qui n'est plus en vigueur. Le journal vous invite à lire son enquête à sa page 7, de même que le journal parle de l'océan, la décentralisation qui va à volo, écrit le journal. Le journal Repère met en sa une insécurité, grand banditisme et désordre urbain. La peur gagne le pays. Le journal précise que la première conférence semestrielle des gouverneurs de région s'est spécialement penchée sur ces fléaux sociaux en pleine recrudescence au moment où le Cameroun s'apprête à accueillir la CAN 2021. Tribune d'Afrique pour sa part par le Front commun contre l'insécurité. Le journal précise que les lampions se sont donc éteints hier à Yaoundé sur la première conférence semestrielle
ministériel des gouverneurs. Comment concilier décentralisation et préservation de l'ordre public à l'heure où le Cameroun fait face à des menaces multiformes? C'est autour de ce centre d'intérêt que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a conduit les débats pendant 2 jours à Yaoundé. Le journal évoque aussi le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui embarrasse Yaoundé, en tout cas à lire dans les colonnes du journal Tribune d'Afrique. Le journal Cameroun Tribune parle de la CAN 2021. Il n'y a pas le feu, écrit le quotidien de la rue de l'aéroport. La fin de la mission du secrétaire général de la CAF a balayé tous les doutes consécutifs à l'idée du report de la cérémonie de tirage au sort. Le journal Rendez-vous a donc été pris pour la première quinzaine du mois d'août pour ce tirage au sort. En attendant, un bureau dédié à la Confédération a été inauguré à Yaoundé par Véron Mosengo Omba. Il a aussi également évoqué le niveau de préparatifs de la CAN 2021. Le journal Forum Libre qui parle de suivi et évaluation de transport d'électricité, 90 000 volts pour relever le plan de tension de l'Ouest et du Nord-Ouest, en proie à des coupure intempestive depuis quelque temps. Le quotidien de l'économie qui parle d'entreprise, l'État va auditer la Camtel, l'objectif étant d'analyser la viabilité de ces structures en vue de l'amélioration de ses performances. Le journal Le Soir parle du MENAT qui rassure l'opinion publique à la suite de cette conférence des gouverneurs, de même que le journal évoque aussi la mobilisation du ministère de la Santé pour les dons de sang. Pour finir dans cette revue de presse, le journal Kalara, le journal qui parle de l'affaire CRTV, l'expert Mbala Belinga s'attaque désormais au ministre Issa Chiroma. Des déclarations tonitruantes et documents hors contexte perturbés par les récentes révélations de Kalara sur son limogeage de la CRTV sur décision du conseil d'administration. Le bourreau d'Amadou Ramoulke veut obtenir la peau de l'ancien PCA de l'entreprise publique. Des soutiens et amis mobilisés sur Facebook pour redorer son blason terni. Voilà pour ce qui est donc de cette une. On finit dans cette revue de presse avec l'œil du Sahel qui parle de présidence de la République des femmes nordistes promues. Elles sont donc au nombre de 3, écrit le journal. De même que le journal revient sur l'extrême nord qui accuse un déficit de 7000 poches de sang par an, 7000 sur les 300 000 déficits que compte donc le Cameroun, un déficit à combler chaque année, même si ce n'est pas la grande mobilisation pour les dons volontaires de sang. Voilà ce qu'on peut retenir pour cette revue de presse. Place à présent avec nos invités du mercredi. Idriss Lisson, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous les téléspectateurs. Jean-Paul, un bonjour particulier ce matin à tous les personnels d'appui des ministères. Vous savez qu'il y a un très grand nombre de fonctionnaires, de personnels d'appui dans tous nos ministères. Et vous savez qu'il y a plein de ministères où il n'y a pas de personnel. Il se trouve que vous pouvez être délégué départemental dans une région, vous êtes seul. Vous n'avez pas de collaborateurs, vous devez tout faire. C'est ça le paradoxe du Cameroun. Et il y en a alors qui sont des personnels d'appui qui sont là depuis 10 ans, 8 ans. Qui n'ont pas de statut. Pas de statut. Et entre-temps, on recrute des gens et on ne recrute pas ceux-là qui mouillent le maillot et qui ont rarement de salaire. Donc je salue particulièrement ces personnels d'appui comme ceux du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et j'invite Madame la ministre à défendre ces personnels d'appui de son ministère et qu'elle ne laisse pas qu'on parachute des gens qu'on recrute dans les quartiers, alors qu'on peut bien le faire, mais qu'on recrute d'abord ces personnels d'appui qui souffrent depuis des dizaines d'années sans en ayant... Qui ont même déjà acquis une certaine expérience. Déjà. Donc, je leur dis bonjour ce matin et tous ceux qui décident, rendez justice à certains fonctionnaires qui travaillent. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Beaucoup qui ne travaillent pas. D'ailleurs, le ministre Joseph Anderson on a même engagé le comptage physique pour savoir si... Prince Aristide Ngekam, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Idriss Lisson, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voudrais entrer dans cette émission en saluant les conseillers municipaux qui ne se laissent pas berner par les maires ou alors par les jetons de présence que leur donnent les maires en examinant les projets qui leur sont soumis, notamment le compte administratif de 2020. C'est ça qui était un tout petit peu à la une des différents mairies. Et je chute par là je salue principalement les conseillers
municipaux de la commune de Makaré qui ont rejeté le compte administratif 2020 du maire Abgassi Adoum. Et j'en parle particulièrement parce que c'est la deuxième fois que le compte administratif de ce maire est rejeté. D'irrégularités et les détournements de deniers publics. Je vous donne un cliché. On vous dit par exemple que le maire a le courage de présenter un fait selon lequel il a construit un centre de santé et lorsqu'on va sur le terrain, rien n'est pratiquement fait. Donc il y a plusieurs irrégularités, plusieurs détournements de deniers publics. Pour que cela soit construit, ça va passer par une délibération du conseil. Donc tout naturellement, les conseillers... C'est-à-dire lorsqu'on le vote même, c'est-à-dire que lorsqu'on le vote et qu'on aille sur le terrain, ce que le maire déclare dans les fiches, on ne trouve rien. En termes de chiffres, des irrégularités créables. Et le préfet de ce côté, le préfet de Lorraine-Charrier, n'a pas tardé à dire au maire qu'il faut qu'il se conforme au texte réglementaire de la République. Il a été, comme pour dire quoi, il a un tout petit peu validé l'opinion des conseillers municipaux. C'est tout le rôle des conseillers. De ce côté-là. Donc c'est dommage. Et il faut rappeler que les textes, en principe, disent que lorsque le compte administratif n'est pas conforme, la hiérarchie, c'est-à-dire que le ministère, aujourd'hui, c'est plus le MINAC, c'est le ministère de la décentralisation, le MINDEVEL, qui doit, en principe, se saisir de ce dossier et tirer les conclusions. En tout cas, le dossier est sur la table donc du ministre Georges Elanga Obam, qui va certainement savoir quoi en faire. Démarrons donc cette émission. Idriss Lissom, il y a cette une du quotidien La Nouvelle Expression, où le député SDF Jean-Michel Ninche demande des comptes au ministre de l'administration territoriale, au ministre de la santé publique. Les ambulances commandées, payées à hauteur de 880 millions. Aucune ambulance n'a été livrée jusqu'à aujourd'hui. Des commandes depuis 2020, en tout cas octobre 2020. On n'a encore vu aucune ambulance. Au ministre de l'administration territoriale, des ambulances ou alors du matériel avait été présenté comme un don chinois, mais le ministre de l'administration territoriale, transmettant ça au ministre de la santé publique, avait indiqué que c'est un don du chef de l'État. Idriss, comment comprendre que jusqu'ici, des clarifications ne sont toujours pas faites, même si le prestataire Medical Cameroun SA, qui a gagné ce marché, dit réclamer encore 8 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Oui, mais c'est tout simple, Jean-Paul. Ici, La Nouvelle Expression remet juste au goût du jour cette problématique relevée par l'honorable Nietzsche qui fait un travail de veille. Vous savez, Jean-Paul, c'est ça le travail du parlementaire. Le parlementaire, c'est ces représentants du peuple qui contrôlent l'action du gouvernement. Alors, dans le cas de l'action du gouvernement, lorsque c'est bien fait, parce qu'il ne faut pas toujours que les gens pensent que le contrôle, c'est seulement taper quand c'est mauvais. Lorsque c'est bien fait, on doit relever ce qui est bien fait. Et lorsqu'il y a des défaillances, lorsqu'il y a des incompréhensions, lorsqu'il y a du flou, les députés ont qualité à demander aux membres du gouvernement d'apporter des précisions. Alors, et là, l'honorable Nietzsche attend des réponses. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. C'est-à-dire que vous avez semblé poser la question qu'encore, mais ce sera encore le cas, même en décembre, jusqu'à pendant toute la mandature. Au cas où il y a. En tout cas, on a rarement vu ça au Cameroun, on a rarement vu ça. Bon, mais en fait, les gens doivent désormais s'habituer à cela parce que nous attendons de nos députés qui nous représentent de pouvoir suivre le gouvernement, faire cette veille et élucider ce qui reste flou. Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement, je fais une caricature. Alors, vous voyez quelqu'un, on vous dit don de 100 francs. Quelqu'un a fait un don de 100 francs. Entre-temps, vous aviez un budget de 100 francs pour faire un travail spécifique. Quelqu'un veut vous faire le don de 100 francs dans le cadre, dans ce même domaine, dans ce même cadre. Oui. Alors vous prenez le don de 100 francs, vous justifiez ça comme si, dans le marché qui est passé, dans ce qui était prévu, que vous avez fait ce marché comme les textes le demandent, comme ça devait se passer, parce que c'était un marché de 100 francs. Et vous avez eu un don de 100 francs, et le don de 100 francs va vous permettre de détourner les 100 francs qui étaient dédiés. Donc, alors que nous devions attendre, au lieu de 100 francs d'investissement, on devait attendre 200 francs, parce qu'il y a eu un don de 100 francs, et il y a eu 100 francs qui étaient dédiés. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette mafia. C'est-à-dire qu'on se pose la question, où est passé le nationalisme? C'est-à-dire qu'on est dans un flou artistique, dans un flou où des dons arrivent. Il n'y a aucune clarté. Mais bon Dieu, pourquoi on ne peut pas chaque mois, ou bien même après 6 mois, faire l'état des dons qui ont été
attribué Pourtant, au quand le ministère corona a commencé, le bilan c'était tout. Mais Jean-Paul, je pense que ce qu'on va faire, on va répartir sur la page du ministre de la Santé, et puisque sur sa page, sur le compte Twitter, on va noter. Et c'est là parce que chaque personne qui est allée chez le ministre de la Santé, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Et les gens venaient avec les gros chèques, ceci, telle entreprise, ceci, à la primature, c'est là, tout ça. 200. On veut une clarté. C'est-à-dire que il faut auditer. L'opinion publique n'est pas là pour pouvoir chercher les paumes, mais pour comprendre. Et c'est logique, on dit bien faire et faire savoir. Ça, c'est ça la communication institutionnelle. Il faut que le ministère de la Santé clarifie sur les dons. Ces dons qui ont été donnés, voici à quoi ils ont servi et que ce soit palpable. C'est-à-dire que c'est logique, il n'y a pas et que si on dit que cette ambulance se trouve dans... J'allais arriver pour les ambulances pour dire que voilà maintenant les ambulances, on passe un marché. Alors, et le prestataire réclame encore 8 milliards. Mais le prestataire a-t-il livré? Et s'il a livré, qu'on nous fasse l'état de ces livraisons. Mais je me souviens qu'il y a peut-être 1 mois et demi, il y a le ministère de la Santé, on a vu les ambulances sont arrivées. Je pense que l'hôpital de district des ECA, d'où je viens là, a quand même son ambulance. Et je le vois tourner, c'est l'ambulance qui est présente. Alors je ne sais pas si ces ambulances entrent dans le cadre des ambulances qui ont été commandées pour le Covid. Et si c'est le cas, il faut que ce soit transparent et ce soit dit et rapporté. C'est tout simple. Il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. Maintenant, quand on cache, ça veut dire qu'il y a de la mafia dans l'air. Aristide Ngekab, comment comprendre que ces interpellations de députés, jusqu'ici, aucune réaction des membres du gouvernement, alors qu'à tout ailleurs, lorsqu'un membre du gouvernement est interpellé comme ça par un parlementaire, tout de suite, il réagit évidemment quand il ne se repose. Je pense qu'ils ne tarderont pas à réagir. Vous savez que le zèle qu'on les reconnaît naturellement a un peu diminué avec depuis l'affaire de Covid-Gate. Ce zèle-là un peu diminué. Vous vous souvenez que surtout le député Ninche avait interpellé le ministre de la Santé. Vous vous souvenez lorsque cette affaire, lorsque le Covid, et on était en plein, on était en pleine opération de Covid, le député, l'honorable Ninche avait tenté de poser la question au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'a pas été suivi, mais tout au moins, il a saisi le ministre de la Santé pour lui dire, je voudrais un certain nombre de clarifications. À cette époque-là, le ministre de la Santé était sur ses grands chevaux. Il n'a pas daigné lui répondre, mais c'est bien après que... Mais il avait quand même invité à une réunion. Qu'il a invité. J'y arrive. C'est bien après qu'il a invité à une réunion. Et je pense que l'honorable Kabalibi était notamment à cette réunion-là. L'honorable Nietzsche avait dit non, moi je vous ai posé une question. Répondez à l'opinion. Vous n'avez pas moi. Je ne parle pas pour moi, je parle pour le peuple. Donc si vous avez des réponses à donner, répondez naturellement au peuple camerounais. Je suis le porte-voix. Le porte-voix de la nation. Qui m'a envoyé à l'Assemblée nationale. Sur le cas d'espèce, l'interpellation du député Nietzsche est importante. Cette interpellation est importante, d'autant plus que c'est une affaire que certains confondent. Mais le prétexte de l'honorable, c'est quoi? C'est que on parle plus des fonds à nous donnés par le FMI, c'est-à-dire les 180 milliards que le FMI nous a donnés. C'est comme si les fonds de nos frères et sœurs, les Camerounais et autres partenaires internes du Cameroun et autres entreprises ici, ne sont pas importants pour qu'on puisse l'auditer. Alors que ce sont des fonds. C'est-à-dire que ce sont des fonds. Il est vrai, d'aucuns diront que ce sont des fonds privés. Non, mais lorsqu'on le met à la disposition du public, ça devient des fonds publics. Parce que lorsque le public, lorsque une entité privée, une entreprise privée remet un truc à l'État pour que l'État puisse en servir, ça devient des fonds publics. Ça devient des fonds publics. Même donc, quand c'est un individu. Même quand c'est un individu. Or, il se trouve que le député a constaté que on parle toujours, la Chambre des comptes parle toujours du fonds Covid, de l'argent du FMI. L'argent du FMI, mais où est passé l'argent que nous avons vu, Idriss l'a dit, nous avons lu dans les tweets, vu à la télé, dans les reportages d'Equinox ou d'autres chaînes, comment vous avez, à un moment, il y avait une histoire de riz ici, il y avait une histoire de riz ici, il y avait de l'argent, il y avait du matériel, donc il faille faire, comment dire, une sorte de bilan de tout ce qui a été reçu. C'est simplement ce que le député demande. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui a été reçu. Comment cet argent a été géré? Le peuple a le droit de savoir. Sur le riz, et préciser que sur le riz Orca, il y a certains gouverneurs qui avaient dit vraiment, moi j'ai reçu telle quantité. Exactement. Et c'est bien. Et c'est bien pour nous autres. Donc le peuple a le droit de savoir. Et le député ici est dans son rôle. Ce que je voulais dire dans le même temps, vous voyez, pour chuter, vous voyez, lorsque le Covid-Gate
est arrivé, ça allait un peu dans tous les sens, il y avait la débandade. Il y a certains ministres qui se sont exprimés. Notamment, je pense, c'était dans cette édition de Forum Libre, je rappelle que le ministre Famdongo, par exemple, affirme n'avoir pas toujours reçu ces 6 milliards de francs qui étaient inscrits dans la répartition. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et il a tellement précisé en rappelant qu'il a reçu les officiers de police judiciaire du TCS qui l'ont auditionné. Et voilà ce qu'il leur a dit. Je pense que pour une transparence et pour éviter qu'on puisse jeter les gens en pâture, c'est toujours bien de communiquer pour que tout le monde sache. Donc, le député Ninthiou, ici, pour terminer, est dans son rôle. Je pense que le ministre de la Santé devrait s'exprimer ainsi que le MINAT. Et surtout, et le MINAT, parce qu'il y a une histoire, nous savons tous qu'il y a eu un marché pour les ambulances. Et d'autre part, nous avons les déclarations du MINAT qui dit que le chef de l'État a fait une dotation d'assurance. Donc, il faille faire le distinguo en disant, est-ce que ce sont les marchés du Covid il faut clarifier tout ça. Ou alors, concernant les ambulances, ou alors, est-ce que les ambulances que nous avons vues, c'est une dotation spéciale du président de la République? Il faut clarifier tout ça. Un autre sujet, Idriss Lissom, c'est le baccalauréat général, le quotidien Mutation, qui parle d'une matière à polémique. Idriss, comment expliquer que vous êtes un spécialiste de la communication, ça il faut le préciser, comment expliquer que un tel cafouillage, qu'après plus de 48 heures, jusqu'ici, ni l'Office du baccalauréat, ni la ministre des Enseignements secondaires ne s'est prononcé pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé. Hier, on l'a vu sur le terrain, en train de faire le tour de quelques établissements scolaires où les élèves étaient en pleine composition du BEPC. Oui, en fait, c'est une riposte pour noyer le problème. C'est-à-dire, vous avez vu Madame la ministre sur le terrain. C'est une riposte, une approche de communication pour noyer la défaillance de la semaine dernière. Mais Jean-Paul Chouniat, c'est très grave. Dans un pays sérieux, le directeur de l'Office du bac aurait démissionné et le ministre des Enseignements secondaires, Madame la ministre, aurait démissionné. Parce qu'il est anormal. Nous, vous voyez, on nous a parlé, ça avec tambour et trompette, que nous sommes à l'ère de l'approche par compétence. 8 ans après, 8 ans où il y a même des élèves qui sont entrés en 6e qui ne connaissent que cette approche par compétence. Vous arrivez en terminale, on vous donne une preuve sur l'approche par objectif qu'on a barré depuis 8 ans. Mais Jean-Paul Chouniat, on est dans un pays, moi je ne sais même pas, ça dit que si ce sont des sorciers ou bien c'est des gens qui sont des extraterrestres. Comment en 2021 on peut aller tirer des épreuves sur l'approche par objectif? Donc ça veut dire que dans la banque des épreuves qu'il y a à l'Office du bac, on n'a pas vidé. C'est ce que ça veut dire les anciennes épreuves. C'est quand même terrifiant. C'est quand même. Moi je dis, quel est ce pays qui a une légèreté extraordinaire? Même sur l'éducation. Donc, ne vous supprimez pas. Vous n'allez pas voir le directeur de l'Office de bac qui va s'élever, qui va venir faire un point de presse pour dire vraiment, on reconnaît. Il ne fera jamais cela, Jean-Paul. Vous n'allez pas Madame la ministre qui va venir vous dire que vraiment il y a eu ceci. Mais c'est scandaleux. Vous, qu'est-ce que vont faire? Vous allez voir qu'on va faire la commission de correction. On va faire encore ce qu'on appelle un baccalauréat. Par rabais, on va dire corriger, vraiment tenir compte. Mais c'est quel genre de république? Quel est ce genre de ministère? On tue l'excellence pour promouvoir la médiocrité. C'est révoltant. C'est révoltant. Nous sommes dans l'approche par compétence. Vous allez donner aux enfants des sujets sur l'approche par objectif. Donc, où la méthodologie des enfants sont perdus. Ils ne comprennent pas. Ça dit que moi, je dis, Jean-Paul, ces deux personnalités. Et rien que ça suffit pour les déstabiliser. Donc, n'attendez pas. Et même dans la communication, en termes de communication de crise, on aurait quand même vu, peut-être le directeur de l'office prendre la parole pour pouvoir expliquer la situation. Mais rien du tout. Silence total. Silence total. Et maintenant, pour noyer, vous voyez, dès que le BPC arrive, Madame se met pour tourner la page et faire des trucs. Mais non. Mais je dis bien que c'est une situation gravissime. Je pense que la responsabilité, c'est bien... Elle avait l'occasion hier de dire un mot quand même là-dessus. Oui, elle avait l'occasion en tant que ministre du tutelle. Vous savez que ce qu'il faut préciser, c'est que l'Office du baccalauréat, c'est comme une entreprise. Il est vrai qu'elle est sous tutelle. L'Office est sous tutelle du ministère, mais elle est pratiquement autonome en termes de gestion financière et autres. Donc, depuis un certain temps, les directeurs là-bas sont un peu comme des petits rois. Des directeurs généraux d'entreprise. Exactement, sont un peu comme des petits rois qui vous disent que je n'ai pas
forcément de compte à rendre. Puisque sont tous nommés par le président. Par le président de la République. Donc, ce qu'il faut dire ici, la responsabilité première, c'est sur le directeur de l'office du baccalauréat. L'office du baccalauréat. Parce que, rappelons que les examens probatoires et baccalauréat sont dévolus à cet office-là. Et il n'y a que les examens BPC et autres, CAP et autres, qui sont directement gérés par la direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Idriss l'a dit, ça fait 8 ans qu'on est passé de l'approche par objectif pour l'approche par compétence. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que même si un enfant qui est parti de la 6e pour arriver en terminale, ça fait 7 ans. Ça veut dire qu'il n'en a même pas entendu parler. Ça veut dire que théoriquement, il n'a pas entendu parler. C'est un peu comme si on lui donnait une épreuve en chinois. Exactement. Qu'il n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais vécu, théoriquement. Donc, ici, la responsabilité incombe à la direction d'office du baccalauréat. Et Idriss l'a dit, ils ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'il y aura des instructions qui seront données au correcteur de ne pas en tenir rigueur. Mais la deuxième chose va se jouer sur les délibérations. Parce qu'on va dire, tenez compte de temps pour délibérer. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si un enfant peut atteindre même 5 alors. Exactement, non. Si je dis sur les matières en question, c'est-à-dire si un enfant a 5, par exemple, sur la matière donnée, et on leur dit, ok, donnons plus 5 à tous les enfants, ou alors plus 7 à tous les enfants. C'est-à-dire qu'on se dit que si le gars est doom, n'importe comment, il peut être dans les 5 ou 4. Donc, par conséquent, ajoutons 8 points sur la matière. En tout cas, c'est le seul moyen de réparer le tort. Pour réparer le tort. Parce que les enfants n'y sont pour rien. Les enfants ici sont des victimes. Les enfants ici sont des victimes. Donc, je dis, pour finir, c'est une incompétence. Il n'y a pas deux mots. Il dit ça dit la sorcellerie, peut-être parce que on est dans un pays où les gens font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Je dis, c'est de l'incompétence. Et vous savez tous comment on sanctionne l'incompétence. Je n'ai plus besoin de le rappeler ici. En dehors de démissionner, la tutelle doit pouvoir prendre ses responsabilités pour que des gens qui sont même chargés de tirer les examens, tirer les épreuves, ne puissent plus essayer de mettre en difficulté, je dis bien, en difficulté inutilement les enfants. Voilà, Idriss, parlons de notre sujet, c'est évidemment ce sujet sur la conférence des gouverneurs, où le journal Repère indique que le Cameroun est pratiquement sous la menace d'un certain nombre de fléaux, désordres urbains, insécurité, alors que le pays s'apprête à abriter, le grand banditisme s'apprête à abriter la Cannes 2021. Le ministre de l'administration territoriale qui a prescrit des mesures strictes aux gouverneurs des régions, dans tout ce méli-mélo, comment cela va s'organiser? Oui, en fait, Jean-Paul, vous savez, il y a deux approches. Il y a une approche cosmétique. Une approche communicationnelle où on fait des discours, on montre qu'on tient les choses. Mais vous savez que nous sommes un pays formidable où on a toujours fait un très bon diagnostic. C'est-à-dire que le diagnostic est toujours clair. C'est comme vous allez à l'hôpital, vous allez au labo. Au moment d'administrer les soins. C'est le problème, Jean-Paul. C'est-à-dire que c'est bien beau le diagnostic, c'est qu'on relève, c'est que le ministre relève là, après l'état des lieux. C'est clair. Qui ne vit pas, que ce soit dans quel département du Cameroun, qui ne vit pas ces problèmes d'insécurité, ces problèmes de brigandage qui augmentent, ces problèmes de désordre, avec tout ce que ça se vit partout parce que nous sommes dans un environnement où les uns et les autres pensent que c'est quand tu es sur la chaussée par exemple que tu vas vendre. On est dans un environnement où on pense que c'est quand tu violes la loi que c'est ça qui est la norme. On est dans un environnement où ceux qui respectent la norme sont traités un peu comme dans le mandat de Sébène Ousmane, c'est eux qui ont les problèmes. C'est-à-dire que l'honnêteté est un délit. Quand vous êtes dans un environnement comme ça, finalement, les réunions comme les réunions sectorielles de gouverneurs et 10 régions qui se trouvent autour du MINAD ne sont que de la cosmétique, c'est-à-dire comme c'est un rendez-vous annuel, c'est-à-dire qu'il y a 2 rendez-vous. Il y a le mois de juin. Il faut que cela se tienne. Et il y a le mois de décembre, ça se tient, on va faire. Vous allez voir qu'en décembre, on va faire la même chose, on va de la cale imminente, il faut. Les fêtes de fin d'année. Donc, c'est tout simplement que quand les gouverneurs vont rentrer, après les résolutions qui sont tirées de la réunion de Yaoundé, en principe, ils devraient avoir autour de tous les préfets. Tous les préfets, les États. Alors, les gouverneurs transmettent ces prescriptions
et ses recommandations au préfet. Les préfets qui rentrent dans leur rayon de sécurité, dans chaque département, se mettent, font la même chose, appellent les sous-préfets, font la même chose. Les sous-préfets descendent et sur leur territoire pour faire... En fait, c'est la chaîne. Mais je vous assure que le problème, est-ce que le préfet a les moyens? Le préfet a l'autorité. Mais les moyens viennent du commandant de compagnie ou du commandant de brigade, ou bien le commissaire de sécurité publique. C'est ça que je vais prendre le cas du Mayo Tchanaga, où le préfet d'Ibango avait clairement indiqué qu'il y a une montée fulgurante des attaques de Boko Haram. Est-ce que dans ce cas-là, le préfet peut mettre sur pied une riposte qui a même d'endiguer ce phénomène? Oui, mais en collaborant avec les structures appropriées, les FMO, les forces de maintien de l'ordre. En fait, c'est de ça qu'il est question. Parce que quand le ministre Atangandi avait demandé, j'espère que tout le monde le respecte, un bulletin quotidien de renseignement BQR tous les matins, à partir de 10h, qui doivent arriver de partout, tout le monde. Donc ça veut dire qu'au fait, il est au courant de ce qui se passe. Ça, je ne peux pas vous mentir qu'à terme de renseignement, les gens font bien leur travail. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est les mesures prises pour corriger. C'est ça qu'il est question. C'est ça qui pose problème. On identifie, le diagnostic est clair, on le dit depuis des... Mais on constate que comme il y a eu un mouvement dernièrement, par exemple, les commandants de compagnie, quand ils viennent d'arriver quelque part, je vous dis comment ça fonctionne. Il y a un peu... Non, il montre l'autorité, c'est-à-dire je suis nouveau, il prend les choses en main, il quadrille, il fait des réunions, vous allez sentir que les 2-3 mois, dans ce département, les choses vont se calmer. Et donc, on arrive au 4e mois, ou bien c'est les commandants de compagnie dans les migmacs, ou bien même comment elle est complice. Ils ont des amis. Mais je vous dis que c'est... Après, on retombe dans le même cycle. C'est ça notre pays. Tout simplement parce que je vous ai dit que l'honnêteté est un délit désormais chez nous. Et je vous ai dit que tout le monde fait. Nous sommes dans un pays où les gens pensent qu'il faut violer la loi pour mieux vivre. Je pense que la conférence semestrielle de gouverneurs, c'est une très bonne chose. Vous savez que c'est pratiquement un culte. Ce n'est pas Swatangadi. C'est un culte. Et il y a eu des sujets intéressants de ce côté-là, notamment la sécurité pendant la CAN. Vous savez qu'on va accueillir une très grande compétition. 23 délégations, c'est exactement. Et il faille qu'on puisse rassurer que les choses, en termes de sécurité, parce que c'est au-delà de ça, c'est l'image du Cameroun. Vous savez qu'on a déjà un gros souci d'insécurité du côté du Nozo et de l'extrême nord avec Boko Haram, qui a déteint totalement l'image du Cameroun et qui, à un moment, a fait dire à un certain nombre de personnes à l'international qu'on ne pouvait pas accueillir la CAN. La deuxième chose, c'est que, et qui m'a un peu fait rire, c'est que le ministre Atangandi a instruit les gouverneurs de voir dans quelle mesure il faut relever le niveau de l'effectif. Le niveau de l'effectif des élèves et des enseignants dans le Nozo. C'est-à-dire que pour que l'année prochaine, l'année scolaire prochaine qui arrive ici en septembre, qu'on puisse voir, comme que les gouverneurs puissent réfléchir, voir comment ils vont faire. Comment ça va se faire? Moi, j'ai envie de savoir si ce n'est de la sorcellerie, comme ils disent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils puissent se débrouiller pour qu'il y ait de l'effectif, ainsi de suite, qu'ils voient des stratégies. C'est bien. Il faut sensibiliser les parents. Voilà. La troisième chose qui était aussi très intéressante, c'était sur le suivi des marchés. C'est-à-dire que des projets de développement. Oui. Des projets de développement, parce qu'on fait souvent du n'importe quoi. Il a instruit les gouverneurs, et notamment leurs collaborateurs, de mettre un accent là-dessus et de lui rendre compte. Donc, et pour sortir, pour sortir, il y a l'histoire du grand banditisme et la cybercriminalité. La cybercriminalité qui crée de plus en plus des problèmes d'insécurité de ce côté-là. Il n'a pas omis le grand banditisme qui revient de la belle et autres délinquances, notamment les microbes et tout ça. Donc je pense que c'était une sorte d'interpellation à ses collaborateurs, plus d'ardeur au travail. Donc les points, en termes sur le plan théorique, c'est des points qui étaient intéressants. Et je voudrais sortir en disant, il y a eu des gouverneurs là-bas qui ont eu des médailles, notamment le gouverneur Midiawa Bakari. Je pense que c'est une médaille qui est méritée. Vous savez qu'il est au chaudron, ça doit faire pratiquement déjà près de 7-8 ans qu'il est parti de Bafoussam. C'est l'homme de la situation. Il est parti de Bafoussam pour l'extrême nord, avec tous les problèmes de Boko Haram. Il a su le gérer avec tact et excellence. Et juste un mot sur cette instruction de Paul Atangandi au gouverneur de travailler en étroite collaboration avec les présidents, les élus locaux. Oui, quelle lecture vous faites? Non, c'est sur les conseils régionaux. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle tâche
au gouverneur. Le gouverneur était un peu, observait ce qui s'est passé dans les départements. Les préfets rendaient compte. Mais maintenant, eux-mêmes sont à la tâche parce que c'est eux qui accompagnent les conseils régionaux. Donc c'est pour leur dire qu'il faut vous mettre... C'est une On sait qu'il y a souvent des conflits non, entre élus et nous. Oui, c'est aussi pour dire qu'il faut savoir collaborer. Vous savez que nous sommes dans une diplomatie, on va appeler ça une diplomatie peut-être décentralisée. Donc il faut que les gouverneurs sachent, et avec les présidents du conseil régional, collaborer, comme les préfets travaillent avec les maires, avec tout ça. Donc ça ne peut être, ce n'est qu'un souhait de bonne collaboration, au lieu que ce soit des gens qui facilitent, qu'ils soient des facilitateurs et non des gens qui font des obstacles. Je m'en voudrais de sortir de cette émission sans féliciter Jean Kuete, le secrétaire général du comité central, qui a demandé à Paul Biya, qui a accordé, c'est-à-dire qui a fait un communiqué pour dire à Paul Biya, nous te soutenons pour traquer les gestionnaires, c'est-à-dire les mauvais gestionnaires indélicats du fonds Covid. Vous savez que la plupart de ceux qui ont géré le fonds Covid sont les militants du RDPC. Donc, il a dit à Paul Biya de traquer leurs propres militants. Motion de soutien à Jean Kuete. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.